Bon, donc apparemment je suis en pays de connaissance, je n'ai pas besoin de me présenter, puisque tout a été dit apparemment. Alors je remercie Étienne Lassailly de m'avoir proposé cette inauguration d'un cycle, comme il l'avait fait d'ailleurs pour l'enfance de Louis XIII il y a presque déjà maintenant 10 ans, et qui m'avait donné l'occasion de faire une conférence qui s'intitulait « L'enfance déchirée de Louis XIII ». Et ensuite, le cycle avait suivi son cours, et j'avoue que j'avais été particulièrement honoré, fier d'entrer dans un domaine, de faire une conférence sur un sujet dont je suis pas un spécialiste, surtout l'enfance et l'enfance des rois, mais je suis aussi un enseignant de l'époque moderne. Alors, pour cette proposition d'inaugurer le cycle sur le Second Empire et Napoléon III, parce qu'on a bien compris que l'homme et l'Empire et l'homme allaient beaucoup nous occuper, et finalement la dernière conférence, je pense, bouclera la boucle et précisera sur la personnalité du prince Louis-Napoléon. Là encore, je dirais que je ne sais pas que je ne suis pas un spécialiste, mais je suis plutôt bien dans le cadre de ce qu'on appelle les suites, les avatars de la Révolution française, puisque Napoléon III en est une des étapes. Donc c'est en ce sens que j'ai accepté de faire cette conférence pour préparer d'une certaine manière, donner des outils, donner des moyens de connaître le cadre politique, le cadre humain aussi, et le cadre économique et social, on va le voir, du Second Empire. Le titre, tout d'abord, j'avais marqué en effet « Modernité du Second Empire » qui pourrait faire grincer certaines dents. On va voir que pour le Second Empire, on navigue toujours entre une sorte de schizophrénie qui est relativement bien française, entre, c'est ce que je mettais un peu dans le résumé, entre le côté pile et le côté face, le côté faste et le côté également moderne. Le côté ancien régime et le côté moderne, on va le voir notamment dans ma troisième partie. Ce régime, le Second Empire, de 1852 à 1870, c'est aussi un homme, Napoléon III, qui est quand même relativement impopulaire chez les Français, je dirais même très discret dans le souvenir. Alors quand je dis impopulaire, c'est que ce neveu de Napoléon Ier, qui lui-même avait brisé la République par un coup d'État dans un premier temps, puis la proclamation du Premier Empire de 1804 à 1815, eh bien ce Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, fils que vous avez ici à droite, avec son oncle à gauche, était le fils de Louis, le frère de Napoléon Ier, Louis, roi de Hollande, de 1806 à 1810. Donc il était fils de roi, et il a depuis toujours suscité des sentiments ambivalents, voire des sentiments hostiles. Pour deux raisons en inauguration de cette conférence. Et ensuite, comme en bon historien, je vous donnerai mes 3 points. Un Bonaparte, avec tout ce que cela comporte et tout ce que cela peut susciter du côté des monarchistes. Une dynastie qui a usurpé le trône de France des Bourbons de 1804 à 1815. D'abord avec Napoléon Ier, puis avec son neveu de 1852 à 1870, Premier et Second Empire. C'est-à-dire, d'une certaine manière, il faut se replonger au XIXe siècle, la droite ancienne, disons celle qui est anti-républicaine et qui est cléricale. Et deuxième point, c'est un républicain qui a trahi, alors je vais mettre des guillemets, on va voir, la République, selon la gauche, et là j'enlève les guillemets, puisque quelqu'un de gauche va enlever les guillemets au terme de trahison. Louis-Napoléon fut plus coupable encore que son oncle, outre le surnom dont on va reparler de Napoléon le Petit, écrit par Victor Hugo, puisqu'il fut quand même le premier président de la République élu au suffrage universel en décembre 1848, qui décida par un coup d'État le 2 décembre 1851 de se prolonger. Alors on va voir, c'est assez compliqué, de prolonger le mandat, de se prolonger et de proclamer enfin le Second Empire. Alors, afin, disent ces détracteurs, de se reconduire et d'enraciner la dynastie des Bonaparte, mais en même temps pour bien d'autres raisons qui sont autant politiques qu'économiques et sociales. Je vais essayer de vous le montrer, de le faire comprendre. Pour enraciner une dynastie, je disais, son slogan,
si je puis dire, c'est la liberté, oui, mais la liberté dans l'ordre. Voilà. Alors je vais on va aborder ce point, cette conférence en 3 points. Tout d'abord, je vais insister sur les préalables à un rejet unanime des Français vis-à-vis de Napoléon III et du Second Empire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de préventions qui vont de la prévention négative, de l'indifférence à la haine viscérale de Napoléon III et, alors différemment, mais quand même, du Second Empire. Dans un deuxième point, je vais être au cœur de ce sujet, modernité, pour montrer les raisons rationnelles d'un homme moderne et d'un régime qu'il était tout autant. Et dans un troisième point, je ne vais pas rétablir la balance, mais je vais essayer de montrer comment, en effet, ce Second Empire a eu des allures d'un nouvel Ancien Régime. Un nouvel Ancien Régime, notamment avec des critères qui, pour la fin du XIXe siècle, étaient pour la France qui avait vécu 89 une sorte de retour en arrière. Mais je dis bien une sorte de retour de volée en arrière. Et puis, nous conclurons, bien sûr, parce que là, je pense que ceux qui sont avertis par l'actualité française, enfin qui est redondante, hein, si je puis dire, seront toujours appelés à un moment donné à se dire finalement, ce qu'il dit, ça me rappelle quelque chose. Et donc, nous dirons quelques mots de Napoléon III au bonapartisme, c'est-à-dire cette expression qui n'appartient qu'à la France, mais qui, d'une certaine manière, veut dire un républicain, certes, la liberté, certes, mais dans l'ordre. Et c'est toute la question sur laquelle nous conclurons. Alors, les préalables, tout d'abord, à un rejet unanime des Français vis-à-vis de Napoléon III et du Second Empire. Alors, cette hostilité, voire cette haine, entretenu par un écrivain dont on va parler, monumental, qui est personnellement un de mes écrivains préférés, mais Dieu sait si on aime Victor Hugo, mais en même temps, bon, à bien des égards, on peut le juger politiquement, il peut irriter, et puis c'est comment dire, tout un discours en soi qui mérite son étude. Eh bien, cette hostilité, cette haine confronte tout un peuple français avec ses contradictions. Et des contradictions qui viennent directement, c'est ce que je veux expliquer, de l'immense malentendu, excusez-moi l'expression mais je l'assume, provoqué par la Révolution française. Un malentendu qui est autant politique que social. Alors pour la politique, eh bien parce que la Révolution française n'est finalement assise que sur une idée reçue qui est la mieux partagée en France, la conviction, comme le soulignait d'ailleurs François Furet, ce n'est pas moi qui parle, mais de loin je le comprends, qu'elle incarne désormais, elle et elle seule, la liberté et l'égalité, le grand commencement de l'émancipation des hommes. Mais en réalité, dès 89, poursuit-il, la conscience révolutionnaire et cette illusion de vaincre un État fondé sur des principes abstraits, toujours en devenir, de la souveraineté démocratique. En quelque sorte, pour comprendre, je vous cite le frère de Napoléon Ier lors du coup d'État de Brumaire du 9 novembre 1799 qui s'adresse là à ses députés qu'il va mettre au placard, il faut le dire, lors du coup d'État, Lucien, qui d'ailleurs ne sera pas son frère préféré puisque Lucien sera écarté très longuement de la vie politique pour toujours pour des raisons diverses, il dit aux députés « La liberté française est née dans le jeu de paume de Versailles. Depuis l'immortelle séance du jeu de paume, elle s'est traînée jusqu'à vous, en proie tour à tour à l'inconséquence, à la faiblesse et aux maladies convulsives de l'enfance. » Et cette phrase, elle vient aujourd'hui de prendre la robe virile. Elles sont finies dès aujourd'hui, toutes les convulsions de la liberté. C'est par ce principe que Victor Hugo, ancien monarchiste, dans sa jeunesse, qui a écrit un poème en 1825 sur le sacre de Charles X à Reims, excusez du peu, que cette haine à la fois politique et personnelle à l'encontre de celui qu'il combattit dès le coup d'État du 2 décembre 1851, eh bien cette haine, il l'a exprimée dans son fameux pamphlet, écrit dans la fièvre d'un exil qui allait durer 20 ans, en août 1852, Napoléon le Petit. Moi, j'y suis revenu à l'occasion de cette conférence et je peux vous dire qu'il est très long, il est très dense.
Ce texte est à l'image d'un combat qu'il faut comprendre comme étant un combat de l'homme, un combat universel de l'homme pour la liberté et la justice. En même temps qu'un immense mirage qui continue d'ailleurs d'émouvoir les Français, comme beaucoup de textes de Victor Hugo, beaucoup de discours, j'en citerai un autre, à propos de l'idée révolutionnaire, qui a pour but d'enraciner la démocratie et la liberté. Je ne vais pas trop dire la démocratie parlementaire, parce que c'est encore plus complexe. Voilà l'extrait que j'ai choisi pour vous. Au lendemain du coup d'État, ce qu'aucun titan n'eût contenu, ce qu'aucun Hercule n'eût détourné, le fleuve humain en marche, la vague française en avant, la civilisation, le progrès, l'intelligence, la révolution, la liberté, il a arrêté cela un beau matin, purement et simplement, tout net. Lui, ce masque, ce nain, ce Tibère avorton, ce néant. Fermez les guillemets. Ça va avoir des frissons. Hein, bon. Alors qu'on puisse en penser de l'immense écrivain et du politique, Victor Hugo est dans l'emphase. Il est très isolé au regard des millions de Français, car la majorité des Français, elle est consentante. Vous me direz pour la gauche indifférente, vous me direz pour la droite de l'époque aussi d'ailleurs, mais on va en dire un mot. Mais toujours embarqué, Victor Hugo, sur le chemin de la justice sociale. Lui, l'académicien, le député, qui le 9 juillet, devant les députés, le 9 juillet 1849, c'est pour vous faire l'idée de ce qui va faire que Victor Hugo déteste Napoléon III, mais derrière Napoléon III, c'est beaucoup d'autres choses. Il fit un discours fleuve, vous savez, vous en avez certainement la connaissance parce qu'on le répète régulièrement, contre la misère et l'égoïsme des nantis. Il veut détruire la misère. Et il scandalise le parti de l'ordre, d'ailleurs, tout autant républicain que monarchiste, tout à la fois. Alors, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté pour que de telles choses ne soient pas. Je dis que de tels faits dans un pays civilisé engagent la conscience de la société tout entière. Je ne m'en sens, moi qui parle, complice et solidaire, et que de tels faits ne sont pas seulement des torts envers l'homme, que ce sont des crimes envers Dieu. C'est un texte que j'ai vu cité par une députée de la NUPES au Parlement européen, mais non, mais je ne plaisante pas, très sérieusement, face à la présidente van der Leyen. Hein? Donc je dirais éradiquer la misère, c'est tout à fait un discours politique d'aujourd'hui. On reprend Victor Hugo. Alors la prise de pouvoir de Napoléon Bonaparte, qui n'est qu'une page de plus dans la France contemporaine instable, est l'illustration renouvelée d'un pays qui, depuis 1789, est écartelé entre d'un côté les monarchistes et les rouges, les talons rouges et les bonnets rouges. Mais au milieu, il y a cette masse des bourgeois, de la haute, moyenne et petite bourgeoisie qui a à cœur de développer les forces vives de l'industrie et une petite et moyenne propriété paysanne qui exploite les terres. Et le pays continue sa route qui fut tracée depuis 1789, mais stabilisée par les fameuses masses de granit, entre autres de Napoléon Ier, par aussi la répression des ouvriers, et notamment pendant le régime précédent la Deuxième République, de la monarchie de Juillet. On n'a jamais aussi peu voté que sous la monarchie de Juillet, et les répressions ouvrières se succèdent aussi, même sous la République. Certains connaissent les répressions et la fermeture des ateliers à Paris et ouvriers, et la répression de juin 1848, c'est-à-dire déjà sous la Deuxième République. Elle veut, cette République, l'ordre et l'enrichissement. Et le reste, c'est de la politique politicienne. Et si Napoléon III est élu président de la République à la surprise générale, moi ça me fait toujours rire, hein. C'est-à-dire que quand vous faites un enseignement, vous dites le premier président qu'on a élu au suffrage universel, c'était un inconnu porté par sa légende, c'était un Bonaparte. Il y a de quoi se poser des questions. Lorsqu'on porte souvent le suffrage universel, qui serait d'une certaine manière la solution pour que gagnent ceux qui parlent le plus fort. Et en général, c'est comme ça en histoire, c'est plutôt l'inverse. Bon, bref. Et à la surprise générale, il va gagner, mais il va gagner sur les fondements conservateurs, contre les rouges. Et s'il se prolonge en souhaitant enraciner sa dynastie, c'est également dans le même objectif. Et quoi qu'en disent ses opposants, le Second Empire fut le premier régime qui fonctionna
qui fonctionna, hein, c'est-à-dire qui fonctionna pendant 20 ans, presque 20 ans, sous le régime du suffrage universel. Alors tempéré, vous me direz, et avec raison, oui, par un empire autoritaire, jusqu'en 1860. Tempéré par des candidatures officielles, oui, et des plébiscites, oui, mais nous avons des référendums dont nous ne nous servons pas, et on s'en contenterait bien de nos jours, sous la forme moderne, d'approuver ce que fait le président ou ce qu'a décidé le président. Donc, d'une certaine manière, c'est un cadre qu'il faut comprendre dans ce que j'appelle le malentendu politique. Quant au malentendu social, et celui-ci c'est le cœur un peu de la pensée de Napoléon, de Louis-Napoléon, il est encore plus complexe mais tout aussi patent. Le XIXe siècle, comme vous le savez, est le siècle d'or de la bourgeoisie. C'est le moment de décollage de l'industrialisation, première, puis deuxième révolution industrielle. Et les hommes de 89, je dis bien de 89, qui se sont tous succédés au fur et à mesure, en dehors de l'épisode de la guerre civile, c'était tous les mêmes, hein, qui ont survécu à la terreur, étaient tous des bourgeois, et passé les fièvres de la guerre civile, le pays a fondé un nouvel ordre moral, bourgeois, dépourvu de syndicats. Après l'abolition des corporations en 1791, il n'y a pas de contrepartie. C'est le temps, décrit par Victor Hugo dans Les Misérables, qui est fait d'urbanisation, de migration vers les villes et de paupérisation des masses ouvrières. La Révolution française ne fut pas ouvrière, elle fut paysanne sans doute, davantage, telle qu'Émile Zola s'en félicite dans son introduction de La Terre, car elle a renforcé les moyennes et petites propriétés avec les biens nationaux qui sont la marque caractéristique de la France. Alors Louis-Napoléon Bonaparte, eh bien, il est né en 1808. Il a la particularité d'avoir étudié toutes les questions sociales et économiques de son temps et présenté ces mesures qu'il fut amené à prendre comme destinées à améliorer le sort des classes populaires. Pour certains, c'est un gros mot. Mais il a été le premier souverain post-1789 à avoir mis très nettement l'accent sur la nécessité d'élever le niveau de vie des masses. La fameuse phrase de François Guizot, sous la monarchie de Juillet, qui date de 1844, « Français, enrichissez-vous par le travail et par l'épargne », s'adresser à la petite et moyenne bourgeoisie, mais pas au peuple. Première nuance. Et quand il arrive au pouvoir, à plus de 40 ans, à presque 40 ans, à 40 ans, un peu plus de 40 ans, Louis-Napoléon Bonaparte s'est déjà forgé une véritable doctrine. Il attribue son intérêt pour ces problèmes à la tradition napoléonienne d'abord, faisant une relecture hardie, personnelle, familiale du mémorial de Sainte-Hélène et participant à sa façon à la construction de la légende impériale qui va le porter au pouvoir. Il rappelle combien son oncle a regretté, je cite, de ne pas avoir eu le temps d'accomplir tout le bien qu'il voulait faire à l'humanité. On peut négliger, bien sûr, cette référence largement imaginaire, nous dit un des grands spécialistes du Second Empire, décédé, nous dit Alain Plessis, spécialiste de la banque au XIXe siècle et du Second Empire. Mais il est certain que Louis-Napoléon a acquis très tôt un sens social qu'on décèle, et c'est toujours la même chose en histoire, rarement chez les hommes politiques de son temps, les hommes politiques qui ont le pouvoir. Sans doute y est-il porté par de réelles qualités de cœur et une claire perception des problèmes de l'époque. Lors de ses séjours en Grande-Bretagne, parce qu'il a vécu en exil, il va en Angleterre, le pays de la modernité économique, il peut constater, comme Karl Marx, que la révolution industrielle s'accompagne de graves crises, appauvrissant les classes laborieuses. Et après une première tentative folklorique de prise du pouvoir, il est enfermé en 1840, il est enfermé pendant 4 années au fort de Ham, où sa santé d'ailleurs va en prendre un coup, il en subira les conséquences un peu toute sa vie, mais il s'est déjà forgé une véritable doctrine. Il attribue son intérêt pour ces problèmes à la tradition d'abord napoléonienne. Il parle à nouveau de Napoléon, il lit le mémorial de Sainte-Hélène, et sans doute, après cette première tentative, il va en profiter pour lire, pour s'informer et pour écrire.
Et au moment où de nombreux auteurs, je l'ai dit, mais dénoncent la misère, mais pas que dans la littérature, pas que Victor Hugo, pas que Eugène Sue, ou des enquêteurs sociaux, je pense à Villermé, qui publie en 1840 un livre qui s'intitule « Tableau de l'état physique et moral des ouvriers dans les fabriques de coton, de laine et de soie ». Au moment où il le lit, il s'imprègne de l'œuvre de Saint-Simon, qui est mort en 1825, pour qui, d'une certaine manière, qui voit dans le développement industriel le moyen d'améliorer le sort des plus pauvres, au moment où il va lire aussi Proudhon, un des pères de l'anarchisme, qui est aussi un fervent partisan du mutualisme, au moment où il va fréquenter Louis Blanc, socialiste, réformiste, qui projette la création d'ateliers sociaux, d'associations ouvrières, de production financées par l'État. Napoléon III, et Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République, c'est toujours, puis Napoléon III, c'est le troisième mandat, d'une certaine manière. Napoléon III, c'est le premier chef d'État français intellectuel. Et dans ses ouvrages de jeunesse, Louis-Napoléon avance déjà deux principes directeurs. Alors le premier, la première idée, elle est énoncée dès 1832, alors notamment des ouvrages qui s'intitulent Les rêveries politiques. Il proclame, je le cite, que le but de la société est le bonheur commun. En conséquence, je le cite, les secours publics sont une dette sacrée. Et la société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. Il précise en 1839, dans un autre texte qui s'appelle des idées napoléoniennes, l'important, c'est que le gouvernement, quelle que soit sa forme, s'occupe du bonheur du peuple, c'est-à-dire la forme sur laquelle tout le monde se disputait à l'époque, république, royauté ou empire, qui préoccupe tant les milieux politiques à l'époque et qui a pour lui moins d'importance que sa finalité qui viendra. Ce n'est pas parce qu'elle est venue, la finalité du rétablissement de l'Empire, que le projet, lorsqu'il s'est présenté aux élections, était celui de se reconduire. La preuve, on va dire un mot, il demandait une révision de la Constitution. On ne peut pas toujours tout confondre, c'est-à-dire ce qui ne s'est pas encore produit et ce qui va se produire. C'est-à-dire la restauration de l'Empire, qui, pour Napoléon III, se justifie par la mission sociale que s'attribue le prétendant. La deuxième idée, énoncée toujours en 1839, s'oppose clairement à ce dont on se souvient très peu, c'est au libéralisme ambiant du XIXe siècle. Il écrit « Le gouvernement n'est pas, comme l'a proclamé un économiste distingué, un ulcère nécessaire, mais c'est plutôt le moteur bienfaisant de tout organisme social. » Donc pour Louis-Napoléon, l'État ne doit pas se contenter d'un rôle de gendarme. Il a un devoir d'intervention dans le domaine social. Cette théorie relève bien du saint-simonisme. C'est-à-dire, l'idée napoléonienne n'est pas une idée de guerre, mais une idée sociale, industrielle, commerciale et humanitaire. Il faut faire la part des choses entre notre époque contemporaine, où on se rend compte de la modernité de Napoléon sur ces questions, vous allez le voir régulièrement, et ce que pensait la majorité des gens au XIXe siècle. De là naît son best-seller, L'extinction du paupérisme en 1844. Qui est présenté par Louis-Napoléon comme un écrit qui a pour unique but le bien-être de la classe ouvrière. Vous avez ici, lors de sa campagne électorale pour les élections présidentielles en 1848, il porte cet ouvrage, en effet, et on l'a beaucoup critiqué pour ça, comme étant une sorte de programme politique. Mais à la lumière de ces différents écrits, Napoléon III apparaît bien comme faisant partie de la famille des socialistes du XIXe siècle, même s'il ne remet pas en cause le principe de la propriété individuelle. Son vocabulaire, il emploie les termes de progrès, d'association, d'organisation, est caractéristique de l'idéal 48 arts développé dans les premiers jours de la Deuxième République. Et en outre, en donnant explicitement à l'État le devoir d'intervenir pour assurer le bien-être des Français, il exprime une idée, mais qui est banale de nos jours, mais qui semble alors le principe même du socialisme. Enfin, un petit mot, je ne peux pas tout dire, mais par exemple de sa conception du rôle social de l'impôt et de la dépense publique, qui relève d'une même ligne politique. Je le cite, « Le prélèvement de l'impôt peut... » On n'écrit plus comme ça aujourd'hui, mais ça veut dire la même chose. Le prélèvement de l'impôt peut se comparer à l'action du soleil qui absorbe les vapeurs de la terre.
pour les répartir ensuite à l'état de pluie sur tous les lieux qui ont besoin d'eau pour être fécondés et pour les produire. Notre ministre de l'économie, puisqu'il écrit des livres, pourrait d'une certaine manière dire la même chose. Alors, à la veille de 1848, Louis-Napoléon est donc un réformateur décidé. Ses préoccupations ne vont d'ailleurs pas seulement aux ouvriers, mais aussi aux paysans qu'il connaît beaucoup moins, mais en qui il reconnaît une population, dit-il, saine, vigoureuse, morale. Il dit les colonies agricoles qu'il décrit dans l'extinction du paupérisme sont destinées à subvenir aux besoins des paysans sans terre. Il préconise aussi le développement, et il le fera, du crédit foncier pour soulager, je le cite, une agriculture grevée d'hypothèques. Pas de paysans ici ou d'agriculteurs. Envisage une modification du système de la conscription, si détesté dans les campagnes, et même l'impôt sur le sel qui, contrairement à ce qu'on croit, a été en effet, la gabelle a été abolie en 1791, mais sous des formes différentes, elle est réapparue, puis vous savez, les Français font durer beaucoup, ça a duré jusqu'en 1945 quand même. L'impôt sur le sel a été définitivement aboli à ce moment-là. Donc au total, Louis-Napoléon Bonaparte est au moment de son élection à la présidence de la République un réformateur décidé, je l'ai dit, et ses préoccupations vont à la population entière. Et son programme sur le plan politique, on va y revenir, est conservateur. C'est-à-dire il est très préoccupé des questions économiques et sociales, mais il se démarque de ses soutiens conservateurs. Et voilà comment il écrit lors de sa campagne. « Quant aux réformes possibles, voici celles qui me paraissent les plus urgentes, admettre toutes les économies. » Écoutez, parce que ça pourrait être retranscrit aujourd'hui. « Qui sans désorganiser les services publics. » Vous savez, parfois on va chercher une source, puis on se dit, on commence à sourire. Permettre la diminution des impôts les plus onéreux au peuple. Encourager les entreprises qui, en développant les richesses de l'agriculture, peuvent donner du travail aux bras inoccupés. Pourvoir à la vieillesse des travailleurs par des institutions de prévoyance. Introduire dans nos lois industrielles les améliorations qui tendent non à miner le riche au profit du pauvre, mais à fonder le bien-être de chacun sur la prospérité de tous. Bon. Donc, en contraste, le jugement porté sur Napoléon III, vous allez le voir, ne dépendait pas seulement de ce qu'il fut, ou de ce qu'il fit même, on va voir, parce qu'il y a beaucoup d'échecs, mais de ce qu'il incarna, dans le contexte qui fut le sien, c'est-à-dire celui de l'âge d'or de la bourgeoisie, chez un peuple à qui on a appris en politique, et c'est encore le cas de nos jours, que la Révolution française était émancipatrice, et que toucher à son rêve démocratique idéalisé, c'était la violer et basculer dans le camp réactionnaire. Cela fait plus facilement oublier que les réactionnaires étaient encore plus nombreux dans le camp républicain, d'ailleurs ils vont le prouver, que dans celui des monarchistes, d'ailleurs bien affaiblis au XIXe. L'exemple type, c'est celui qu'il a toujours voulu séduire et il n'y est jamais parvenu, c'est Adolphe Thiers. Le personnage clé de ce siècle participa activement à la Révolution de 1830, il déposa Charles X, il proposa Louis-Philippe Ier, mais il participa au nom de la liberté de la presse, excusez du peu, mais en 1832, il favorisa les fameuses lois scélérates contre la liberté de la presse. Comme dira Pompidou un jour, comprend qui voudra. Alors, le jugement, ce jugement, bien entendu, doit être mis en relief. Avant comme après le coup d'État du 2 décembre 1851, nous avons été bercés par les jugements des uns et des autres. Souvent justes, mais tout est relatif sur le personnage en lui-même. Ce n'est pas un génie, il n'a pas le charisme porté par sa légende, mais largement issu d'une déception morbide qui est exprimée par Émile Zola lorsqu'il écrit dans sa préface des Rougon-Macquart, il y a quelques pages, en 1870, c'est-à-dire au moment de la chute de l'Empire, il appelle de la grande impure, la République venait d'être assassinée, dans les premières pages de la Fortune des Rougon, en 1870. Un Napoléon dont nous avons été bercés quand même. Alors on lit un peu moins Zola maintenant, mais enfin, qui écrit « Qui s'agite dans un cercle fini, elle devient le tableau d'un règne mort, d'une étrange époque, de folie et de honte. Une œuvre qui parle du peuple. Quand les Rougon racontent ainsi, écrit Zola, le Second Empire à l'aide de leur drame individuel, du guet-apens du coup d'État à la trahison de Sedan. » Voilà, ça c'est l'introduction de la Fortune des Rougon et de cette saga
qui raconte la vie des Français sous le Second Empire. Et il décrit, j'ai continué parce que je m'y suis replongé, il décrit l'homme lui-même. Les plus fins politiques de Plassans, vous savez cette ville fictive, ceux qui dirigeaient le mouvement réactionnaire ne flairèrent l'Empire que fort tard. La popularité du prince Louis-Napoléon leur parut un engouement passager de la foule dont on aurait facilement raison. La personne même du prince leur inspirait une admiration médiocre. Ils le jugeaient nul, songe creux, incapable de mettre la main sur la France et surtout de se maintenir au pouvoir. Pour eux, ce n'était qu'un instrument dont ils comptaient se servir, qui ferait la place nette et qu'ils mettraient à la porte lorsque l'heure serait venue, où le vrai prétendant devrait se montrer. Et Napoléon III fut en effet un homme seul, sans parti, tandis que le Second Empire fut à plusieurs égards, nous allons le voir dans un deuxième temps, un règne glorieux et plein de réussite. Alors les raisons rationnelles d'un homme moderne et d'un régime qu'il était tout autant, avec des résultats contrastés. J'avais trouvé cette phrase de l'historien Adrien Dansette, biographe de Napoléon III, qui est mort en 1976. Il a très tôt caractérisé tous les contrastes de l'homme et de l'œuvre. Napoléon III peut être considéré comme l'homme de son temps qui a le mieux prévu l'avenir, mais qui a le plus mal dirigé le présent, tout en étant l'un des seuls à avoir la prescience de la civilisation moderne. Voilà l'homme Napoléon sur lequel vous terminerez dans ce cycle sur le Second Empire. Et je pense que la vision du coup d'État de Louis-Napoléon du 2 décembre 1851, il faut la voir double, comme en histoire. En histoire, il faut toujours voir double. Il faut voir tous les camps. D'abord, et les deux côtés du manche. Comment Louis-Napoléon Bonaparte justifie-t-il son coup d'État, qui d'ailleurs n'est pas une surprise, en tout cas sa volonté de se prolonger? La sienne, on la pressent dès 1851 dans son discours de Dijon le 1er juin. Alors bon, il faut savoir quand même que le mandat présidentiel était de 5 ans, non renouvelable. C'est pour ça que nous, on est un peu embêtés, là, avec un double mandat qui n'est pas... on ne peut pas le répéter 3 fois. Il m'a semblé entendre des rumeurs, là, des mots, des phrases, mais bref. Ce qu'il veut, c'est réviser la Constitution. Il illustre les sentiments et les modalités des ambitions de Louis-Napoléon pour se maintenir au pouvoir, mais pas que. Il caractérise le mieux ce que le bonapartisme devient à partir de cette époque, et à bien des égards aussi cette sorte d'appel au rassemblement teinté d'efficacité pour le meilleur de la nation. Il dit « La France ne veut... » ne souriez pas. « Ni le retour à l'ancien régime, quelle que soit la forme qui le déguise. » Vous remplacez les mots par autre chose. « Ni l'essai d'utopie funeste et impraticable. C'est parce que je suis l'adversaire le plus naturel de l'un et de l'autre qu'elle a placé sa confiance en moi. Lorsque j'ai voulu faire le bien, fonder le crédit foncier, prendre des mesures pour améliorer le sort de la population, je n'ai rencontré que de l'inertie. » Voilà. Deuxième son de cloche, c'est celle de ses détracteurs, qui jouent sur un autre plan, sa médiocrité, son caractère aventurier et léger. Le gars qui vient, à part Napoléon Ier et son oncle, qui vient de nulle part, d'une certaine manière. Victor Hugo, je l'ai déjà cité, mais il dit « Dictateur, il est bouffon. Qu'il se fasse empereur, il sera grotesque. » La question n'est pas de savoir s'il a raison ou tort, parce que de toute façon, il y a des aspects où il peut avoir raison. Et Karl Marx, qui écrit aussi sur le coup d'État, qui écrit, alors là plus finement, « Comment la lutte des classes en France créa des circonstances et une situation telles qu'elle permit à un personnage médiocre et grotesque de faire figure de héros. » En quelque sorte, si on rejoint Victor Hugo, fait se rejoindre Victor Hugo et Karl Marx, c'est l'occasion qui a fait le larron contre leur lutte. Et c'est l'une des controverses historiques qui a le plus tôt opéré un consensus, ce fut la question sociale. Parce qu'il y a toute une légende noire qui a heureusement fini de sévir depuis longtemps, à la suite de Victor Hugo, dans une moindre mesure d'Émile Zola, qui fit de Napoléon III un tyran doublé d'un triste sire, dénué d'empathie pour son peuple, qui s'est gargarisé toute sa vie de l'extinction du succès, de l'extinction du paupérisme, pour mieux s'élever jusqu'au pouvoir. Il a quand même été le chef d'État de la période la plus capitalisatrice de la civilisation française, celle des frères Pereire, Isaac et Émile, dont la devise est saint-simonienne, à chacun selon ses capacités, à chaque capacité selon ses œuvres, et du baron Haussmann,
dont on dira quelques mots ensuite dans un autre cadre. Napoléon fut, selon l'expression de son contemporain Adolphe Guéroult, un véritable Saint-Simon à cheval. Saint-Simon à cheval qu'a repris mon collègue Éric Anceau, qui est le meilleur spécialiste de Napoléon III dont nous parlions, et je pense qu'il aurait eu largement plus sa place que moi pour inaugurer ce cycle, qui a écrit une biographie chez Talandier, hein, qui est vraiment une référence que je vous conseille, Napoléon III, un Saint-Simon à cheval. Même Jean Jaurès, dans son Histoire socialiste, écrit dans le tome 10, alors c'est Albert Thomas qui écrit le tome 10, il exprime cet avis déjà nuancé d'un volontarisme en la matière dans lequel il décèle une sincérité derrière le machiavélisme politique. En d'autres termes, il a pris le pouvoir, c'est un Napoléon, il a créé le Second Empire, mais enfin, il a quand même fait des choses. Et il écrit « L'empereur poursuit-il le rêve du prétendant? Voudra-t-il être le prince organisateur et révolutionnaire qui améliorera la condition de la classe plus nombreuse et la plus pauvre? Peut-être. » C'est de l'histoire, hein, ce n'est pas contemporain à Napoléon III, qui meurt en 1873. Mais qu'il prenne garde de réveiller par l'industrie même les préoccupations politiques et sociales. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on reconnaît le travail de Napoléon III, mais on dit attention, il va soulever le mécontentement et il va même presque l'autoriser. On va en dire un mot. Mais en vain, parce que celui qui autorisa le droit de grève en 1864 et qui toléra en 1868 les chambres syndicales avant que la République crée les syndicats en 1884 et répare 90 ans de vide, eh bien, il ne pourra jamais rallier les ouvriers à son régime. C'est le refus de voir le régime parler en leur nom qui verra le monde ouvrier se rallier plutôt aux théories collectivistes et révolutionnaires de Karl Marx, mises en avant par le congrès de la Première Internationale des Travailleurs, qui naît à Londres en 1864. Alors les conceptions de progrès social conduites par le seul gouvernement sont des concepts relativement récents et encore d'ailleurs contestés de nos jours à cause de la soumission des politiques aux contingences économiques. Mais en son temps, Napoléon III, fut le premier à s'engager nettement dans le domaine social après des siècles de domination patronale et religieuse sous l'Ancien Régime. En ce sens, les réformes qui donnèrent l'impulsion avant la Troisième République, avant même aussi l'Allemagne et l'Angleterre, sont à mettre à son crédit. Sa conviction que l'État avait un rôle central dans la mise en place d'une politique volontariste, tant sur le plan industriel qu'agricole ou d'aménagement, apparaît très visionnaire aujourd'hui. Alors c'est l'exemple, oui, de sa politique urbanistique. Le baron Haussmann, préfet de la Seine de 1853 à 1870, force l'admiration par son rayonnement, celui de sa politique hésitante sur la question du libre-échange. Vous savez qu'au départ, il était contre le libre-échange, il est revenu, un chef d'État qui revient sur cette idée que le protectionnisme doit être progressivement, sans doute, aboli, avec tous les risques que ça comporte. En 1852, il faut savoir que c'est l'empereur qui ratifie les traités de commerce et qui a le droit de signer ces traités de commerce, et donc qui a fait avancer le protectionnisme avec les ministres Rouher ou Persigny, qui aboutit à un... Alors, ça a été l'époque aussi sous le règne de Louis XVI, à la fin du règne, en 1786, si mes souvenirs sont bons, mais c'est le fameux traité de 1860 avec l'Angleterre, qui a profondément été combattu avec de grands risques pour le meilleur de l'industrie française. Bref, tout en Napoléon respire le siècle industriel et l'autoritarisme des décisions à l'aube de l'éveil à la démocratie, cette fois-ci parlementaire. Alors de même, la question... Napoléon III fut-il un démocrate? C'est une question piège à laquelle on ne peut pas répondre tant qu'on ne connaît pas les conditions des commencements de la démocratie en France depuis 1789. Comprenez, d'abord il faut dire « je suis français ». D'abord il faut dire « Révolution française ». Et ensuite, on peut discuter sur la question est-il démocrate? Je ne suis pas persuadé que notre système soit démocratique d'un point de vue parlementaire. C'est mon opinion personnelle, je ne suis pas juriste, mais enfin, on est très loin du compte. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de 1860 et de l'Empire libéral,
tous les ingrédients d'un parlementarisme à l'anglaise, dit-on, hein, c'est l'expression consacrée, sont réunis et mis en route. La Troisième République en prendra le relais, mais tout est déjà en place, y compris... Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais l'animation de la sociabilité des luttes après l'amnistie de tous les prisonniers du coup d'État en 1860. Il faut quand même comprendre que des gens sont enfermés après le coup d'État et qui refusent l'amnistie par jusque-boutisme. Mais cette amnistie de 1860, elle est renouvelée pour les communards en 1870, pour réconcilier la grande famille française. C'est ça la France. C'est d'ailleurs extraordinaire de faire revenir des gens qui avaient été emprisonnés et d'essayer de se dire ben, on va les laisser circuler et même peut-être perturber la société. Donc l'hommage rendu à l'œuvre de Napoléon III par le fameux Louis Pasteur, hein, toutes les biographies le répètent, peut nous interroger. Il disait au maréchal Vaillant cette phrase prophétique qui apaise un peu le champ historique du personnage. L'empereur peut attendre avec confiance le jugement de la postérité. Son règne restera comme l'un des plus glorieux de notre histoire. Alors, sans verser dans le panégyrique, vous savez que je n'ai rien dans les mains, rien dans les poches. Il y a particulièrement en France une double retenue à l'égard de Napoléon III qui fait écho à notre culture politique. Celle concernant le dernier souverain autoritaire de notre histoire, avant l'épisode de Vichy et de l'occupation allemande, et celle de la conduite des affaires sociales par quelqu'un, ne riez pas non plus, qui n'est pas directement issu du peuple, soit par son origine, soit par son idéologie. Et ça, bon, c'est ce qu'on appelle une constante de beaucoup de pays, mais une constante française. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que socialisme et pouvoir sont des principes qui ne pouvaient pas s'accorder au temps décrit par Émile Zola, celui de l'argent, des débuts du grand capitalisme, des grands magasins, de la misère sociale. Socialisme et pouvoir sont des principes qui ne pouvaient que s'unir dans une force politique menant à la dictature du prolétariat, qu'on appelle ici démocratique ou démocratie populaire. Il n'a fallu que quelques mois après la chute du Second Empire en septembre 1870 pour l'avoir impitoyablement réprimé dans le sang, c'est-à-dire la Commune de Paris en 1871. Alors, maintenant, troisième volet de toutes ces contradictions, mais en même temps au cœur, ce qu'on appelle la modernité du Second Empire. Je posais cette question qui n'est pas provocatrice, mais qui est réelle. Est-ce que le Second Empire, c'est un nouvel Ancien Régime ? Par quel biais ce Second Empire a-t-il pu, surtout dans les villes, surtout chez les politiques, la France est un pays extrêmement politique, mais au sens souvent, je pense, le plus négatif possible, alors le plus passionnant, hein. C'est vrai qu'on ne s'ennuie pas, voilà, on ne s'ennuie pas quand on fait l'histoire de France. Alors il est très paradoxal d'approcher la question de Napoléon III libéral quand tout nous porte, nous qui connaissons la suite, à conclure que c'est la chute de l'Empire, donc vous comprenez, c'est chute de l'Empire, début de la 4e République, en voiture Simone, tout se passe bien, c'est l'entrée de la France dans la démocratie, dans le monde démocratique et parlementaire. Alors en effet, c'est par un coup d'État qu'il s'est conservé au pouvoir. Mais le Second Empire a été approuvé par plébiscite. Alors vous me direz, un plébiscite partant de dictature où on envoyait des gens en prison, bon, mais quand même. C'est par une cour brillante, un certain culte de la personnalité, la fête impériale, que cet homme sobre, n'aimant ni le luxe ni l'ostentation, a voulu asseoir le prestige d'une dynastie. Pourtant, ce sont des contradictions qui ont été soulignées à l'époque. Nombreux ne comprenant pas que cette monarchie qui se voulait d'essence populaire ait eu besoin de disposer du grand chambellan, d'une dizaine de dames du palais que vous voyez ici dans un tableau de Winterhalter, qui en représentent ici elles sont représentées autour de l'impératrice Eugénie, d'électrices comme Amélie Carrette. On a l'impression de se trouver à la veille de la Révolution française, à Versailles, entrée au service de la cour en 1864, grande mémorialiste de la cour, une maison militaire comprenant une quinzaine de généraux et d'aides de camp, et une foule d'officiers d'ordonnance, gardes de la cour. Alors, les frères Goncourt jurent sévèrement, alors ici vous avez
je peux le commenter ici. Je vous ai mis, par exemple, ce parallèle entre Marie-Antoinette et l'impératrice Eugénie, parce que les contextes ne sont pas les mêmes. L'impératrice singe bien sûr Marie-Antoinette, mais vous savez que si on a un tableau comme ça de Vigée-Lebrun de Marie-Antoinette, c'est que Marie-Antoinette était tellement salie dans l'opinion publique à l'époque sur la question de ses dépenses, du déficit et puis du fait qu'elle trompait le roi, etc., a voulu se montrer mère de famille aimante avec ses enfants. C'est une reine bourgeoise. D'une certaine manière, il y a de grandes différences parce qu'il y a un siècle d'écart, mais il y a de grands points communs. Ce sont des reines qui s'embourgeoisent dans un système qui progresse vers une société de progrès et une société démocratique. Alors en effet, avec des atours de faste, ce qu'on appelle la fête impériale. Voilà ce que disent, écoutons les frères Goncourt. Bon, alors les frères Goncourt qui ont souvent la langue bien pendue, et je reste poli. Une cour de hasard et d'aventure à beau nom tout neuf, à titre frais volé, une cour de parade et de cohue traversée, déchirée de sabres et de prétoriens dorés qui arrachent les dentelles en passant. Une cour sans hiérarchie, mêlée, où il suffit d'entrer pour avoir sa place, et souvent une grande, des parvenus, des millions sans passer, des gens dont un jour, dans son intimité, on ne sait d'où, une cour où rien n'est respecté et n'est estimé que les 4 choses qu'une cour doit mépriser, les diamants, la jeunesse, la beauté, une robe. Alors si vous relisez attentivement les frères Goncourt, d'une certaine manière, ils sont féroces avec une cour qui leur paraît complètement décalée, mais notamment parce que tout le monde peut y rentrer, mais pas eux. Ou pas tout le monde. Moi, ça me fait penser plutôt à une cour républicaine. Hein. Mais pourquoi ? Parce que, en fait, c'est ce qui se passait à la fin du XVIIIe. C'est dans la deuxième partie du XVIIIe siècle. Il faut bien que le moderniste parle un peu. La cour devient un peu du n'importe quoi. Les codes explosent. Hein. Vous savez que la du Barry, dont on parle au cinéma aujourd'hui, on a eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un pour l'introduire à la cour. Et ça se dit dans la littérature clandestine, mais c'est une réalité. Hein. Parce que, comme je dis souvent à mes étudiants, on est passé de la maîtresse noble, la putain du roi, à la bourgeoise, la Pompadour, qui s'appelait toujours la putain du roi, et à une vraie putain. Professionnelle, j'entends. Je dirais, la pauvre du Barry a eu un destin tragique. Même le Times, il va de son commentaire acerbe. Alors les Anglais... que ce soit les Anglais d'ailleurs ou les Américains, les splendeurs de la nouvelle cour dépassent tout ce qui s'est vu jusqu'ici. C'est-à-dire que là, bon, il y a vraiment une charge. Et il faut rajouter les villégiatures impériales. Napoléon III quittait souvent les Tuileries pour la campagne et la cour. Et donc tout le gouvernement suivait ses déplacements. C'est-à-dire d'une certaine manière, on se retrouve un peu avec la cour itinérante des rois de France. Saint-Cloud avec ici, vous avez à Fontainebleau avec déjà les photos qui apparaissent. Saint-Cloud avec à côté le château de Villeneuve-l'Étang sur la commune de Marne-la-Coquette dans les Hauts-de-Seine. L'été à Fontainebleau. Vous savez, c'est le lieu de la fameuse dictée de Prosper Mérimée. Alors elle a une histoire, cette dictée, paraît-il, il a fait 45 fautes. Bon. Tout ça, c'est une légende. Enfin, tout ça, il faudrait revoir ça. C'est Pivot qui, en 2003, avait refait la fameuse dictée d'une autre manière et très pince sans rire. Et surtout, on revit les fastes de l'Ancien Régime, avec des cures à plombières à Vichy. Hein, depuis 1861, c'est 4 semaines par an, ce qui transforme... Alors ici, c'est une autre réception au château de Fontainebleau d'une délégation du roi de Siam. Vous voyez, on est là dans le faste. Mais bien entendu, Vichy, la reine des eaux, où l'empereur multiplie les chantiers, grandes galeries, gares, casinos, chalets impériaux, église Saint-Louis, où il y a les fameux 9 vitraux représentant les saints de la famille impériale. Ici, avec Napoléon Ier. Bon. Oui, mais tout ceci vous fait rire et je trouve ça logique. D'une certaine manière, on a l'impression d'une reproduction de l'Ancien Régime. Et puis enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, et le meilleur lieu pour la fin, c'est Biarritz. En septembre, petit village basque qu'affectionnait l'impératrice, construction de la Villa Eugénie, détruite en 1903 par un incendie. On comprend comment
à la veille de la chute de l'Empire, le régime qui s'est largement libéralisé conserve des allures lourdes d'ancien régime. Et c'est sans doute l'une des raisons qui font que l'immense, et là je n'ai pas la réponse, mais je le suppose, que l'immense patrimoine architectural aux origines du tourisme de villégiature français a été passé sous silence, ou du moins manque de reconnaissance que vous allez réparer dans les conférences qui vont suivre. Il a été produit par un monarque. Alors, politiquement, c'est aussi le cas. Jusqu'aux premières réformes libérales en 1860, le pouvoir de l'empereur est entier, personnel et autoritaire. Il n'y a pas de conseil des ministres. Comme jadis, l'empereur les nomme, comme jadis, c'est-à-dire sous l'Ancien Régime, il les nomme, il les réunit. Ils ne sont que les chefs de leur administration, et non les dépositaires de la volonté publique. Le fer de lance de l'action, ce sont les préfets, qui sont les rouages essentiels de l'administration du pays, qui nomment d'ailleurs les maires des villes en dessous de 3000 habitants. L'Église fait un retour en force. La foi de l'empereur, la multiplication des... la foi recomposée, il faut que je rajoute, la foi qui est montrée, congrégation, enseignement moral et religieux. C'est Victor Schœlcher, que mes étudiants ne connaissaient pas cette semaine. Pourtant, je me dis... Victor Schœlcher, le républicain qui porte la loi d'abrogation et de fin de l'esclavage, qui écrit de son exil à Londres, dans le gouvernement du 2 décembre, c'est son livre, « Les décembriseurs, en échange de ce dévouement des pontifes, vont à la messe à tort et à travers. » Alors, il y a ça, il y a la messe obligatoire dans les lycées d'État, il y a la devise de liberté, égalité, fraternité qui est grattée sur tous les édifices publics. Et puis il y a bien sûr les arrestations dont j'ai parlé, les déportations massives après le 2 décembre, mais des grâces accordées. Il reste environ en 1853 6000 condamnés. Algérie, Cayenne, résidence assignée en France ou exil en Suisse, en Belgique, en Angleterre. Les proscrits, on les appelle les proscrits de 52, qui refusent, pour certains, pour beaucoup d'ailleurs, l'amnistie de 1860, soit par amertume, soit par jusque-boutisme. Au fond, avec le recul historique, l'hybridité du régime est le produit d'une histoire. On me dirait, c'est la tarte à la crème. Enfin, j'ai essayé de vous le montrer avec pas mal de témoignages. L'Empire réconcilie les uns et les autres, comme dans un kaléidoscope, au profit de quoi? Eh bien, au profit de l'entreprise et au profit de la stabilité de l'État. Vous savez, cette fameuse phrase apocryphe que tout le monde répète, donc je vais la répéter, lorsqu'on parle de Napoléon III du Second Empire, la phrase apocryphe de Napoléon III qui aurait dit « L'impératrice est légitimiste, Morny est orléaniste, le prince Napoléon Jérôme est républicain, moi-même je suis socialiste, il n'y a qu'un bonapartiste, c'est Persigny, mais il est fou. » Son ministre. Ah, elle a du sens, toutes les phrases apocryphes ont du sens. A l'inverse, le Second Empire a reproduit la splendeur de jadis, qui, avec le temps, fait la fierté des Français, comme une sorte de schizophrénie répétitive, entre l'ordre et la liberté, entre le sobre et le faste. Je crois qu'on a une belle semaine pour ça, quand même. Entre la simplicité et la grandeur. Et si ce régime présente aussi le spectacle d'un gouvernement tout à fait personnel, dans les mains d'un seul homme, c'est une dictature qui parle à l'imagination de la nation plutôt qu'à la gloire. Regardez cette esquisse de Cabasson qui est très connue avec 3 registres. Le registre central, la partie centrale où Napoléon est debout sur un char avec à ses côtés la France qui lui donne la main et qui tient le drapeau tricolore. La France, vous voyez, toutes ces personnalités féminines de la République d'ailleurs. Le char est mené à gauche par Athéna et Héraclès. Athéna est coiffée du casque attique, elle porte le bouclier rond, orné en son centre du gorgodéion, mais elle tient une lance dans la main gauche. Héraclès est revêtu de la peau de lion et porte sa massue sur l'épaule droite. Et leur char est suivi par des allégories de la peinture, de la sculpture, de l'architecture, 3 figures féminines à nouveau. Et à l'extrême droite de ce registre, la justice est assise sur un lion symbolisant la clémence. Elle tient une balance dans la main droite et un sceptre de la main gauche. Elle est encadrée par 2 jeunes femmes, la loi et vraisemblablement l'autorité. Dans le registre supérieur,
la renommée ailée survole l'attelage, avec au-dessus de l'empereur une victoire tenant un rameau d'olivier dans la main droite, pose une couronne de laurier sur la tête du souverain, rappelle le slogan de Napoléon III pendant la campagne du plébiscite devant approuver le rétablissement de l'Empire. L'Empire, c'est la paix. Napoléon III pendant la campagne électorale. En haut à gauche, deux poutis qui soutiennent l'urne du suffrage universel à faire frémir tous les républicains. Celui de gauche brandit le parchemin sur lequel est inscrit le résultat du suffrage universel, du plébiscite, Napoléon III, empereur. L'aigle impérial plane au-dessus de l'ensemble, tandis que dans la nuée, ici, vous avez Napoléon Ier avec son bicorne, et derrière lui-même, dans la nuée, les maréchaux d'Empire qui sont admis au paradis des braves. Et au registre inférieur, eh bien, nous en avons parlé dans toute notre première partie, eh bien, on a tout ce qui concerne le commerce, l'industrie, l'agriculture. Hermès, dieu du commerce, identifiable à son caducée, qu'encadre à gauche l'abondance, et à droite Déméter, déesse de l'agriculture, des produits de la terre, qui tient une faucille dans la main ici. Dans la main droite, et dont le bras gauche repose sur une gerbe de blé. Alors, ce groupe est environné toujours par des poutis, et d'une certaine manière, d'autres artistes ont essayé de célébrer cette apothéose de l'empereur. Je pense aux fresques de l'Hôtel de Ville qui a été détruit en 1871 pendant la Commune de Paris, mais on en garde des esquisses. C'est le tableau la fresque de Ingres, mais également de notre Delacroix national qui, à la fin de sa vie, avait aussi fait une fresque en 1853, 1854, non pas sur le triomphe de l'empereur, mais le triomphe quand même de la paix, plutôt de l'abondance, dont on a gardé des esquisses. L'intérêt que suscita l'exposition spectaculaire Second Empire a été très grand également pour célébrer en 2016 les 30 ans du musée d'Orsay. L'exposition se penchait sur le Second Empire des spectacles et de la fête et sur les différentes scènes où s'est inventée notre société, notre modernité. Le parcours thématique où se côtoient peinture, sculpture, photographie, dessin d'architecture, objets d'art et bijoux brosse le portrait d'une époque foisonnante, brillante et riche en contradictions. Alors, avant de conclure, un petit mot. Dernier souverain français, Napoléon III ne laisse jamais indifférent, quelles que soient ses faiblesses et ses faillites nombreuses. Je vais en dire une en conclusion. Quelles que soient ses prémonitions, ses réussites très nombreuses, souvenons-nous de la phrase de Dansette, ou ses illusions. À propos des évocations d'Émile Zola dans son immense saga des Rougon-Macquart, eh bien, on peut estimer que Napoléon III y est beaucoup plus un symbole qu'un personnage. Plus d'un siècle de recherche plus tard, le personnage est devenu un objet historique autant qu'un incontournable exercice, et c'est là-dessus que je vais conclure, pour comprendre la France en plein cœur de l'expansion économique et face aux défis de la démocratie, à ses propres défis à elle, entre liberté et l'ordre, et défis qui sont extrêmement contemporains. Voilà pourquoi je conclurai sur... alors, je ne l'ai pas mis en conclusion, mais je vais citer notre De Gaulle national. Je n'ai pas mis le titre. Le titre, c'était de Napoléon III au bonapartisme. Louis-Napoléon avait pour lui le dynamisme. Ne souriez pas. Le Premier ministre britannique, Lord Palmerston, disait de l'empereur que sa tête ressemblait à une garenne. Je le cite, « Les idées s'y reproduisent continuellement comme des lapins ». Donc, dynamisme, modernité des questions nouvelles, sociales en particulier, et au début, sa légende, bon, qui s'est un peu affadie avec le temps, mais enfin, c'est toujours un Bonaparte. Et ensuite, eh bien, il s'est brisé en solitaire devant les responsabilités du pouvoir et de l'action. Souvenez-vous de ce qu'il dit dans son discours en 1850, « Je ne me suis heurté qu'à l'inertie ». Et ça, c'est le sort de tous les chefs d'État, quels qu'ils soient. Ensuite, il s'est brisé donc, devant ses responsabilités de pouvoir et de l'action, mais il s'est brisé aussi sur ce que j'ai tenté d'expliquer, que je donnerai en 2 points. Tout d'abord, c'est le rejet de la part des Français, enfin des Français qui écrivent, des Français qui font de la politique,
d'un certain nombre de fondements de la vie économique et sociale, et du peuple aussi. L'initiative individuelle des capitaines d'industrie. C'est quelque chose, je me souviens en 2013 avoir invité Cardoz qui avait fait un documentaire sur les frères Pereire. Et alors un peu, d'une certaine manière, sa problématique, c'était de dire que les Français, les capitaines d'industrie, c'était une histoire d'amour contrariée. En tout cas, le Français n'aime pas l'argent, le Français n'aime pas le grand capital, le Français n'aime pas la création des capitaines d'industrie, mais en 2 mots, il en profite largement aussi. C'est un rejet de l'initiative individuelle de ces capitaines d'industrie, l'importance de l'argent, et je pense encore à toute l'œuvre d'Émile Zola et des Rougon-Macquart, alors qui peut-être aujourd'hui ne marque plus les consciences des étudiants qui ne lisent plus, mais qui quand même a marqué des générations et des générations, qui décrit la pauvreté du monde ouvrier, la dureté du monde paysan, la soif de l'argent, le début de la grande distribution, bref, comme on dit, c'est Zola. Le rejet des villes plutôt républicaines et des campagnes plutôt monarchistes. C'est-à-dire que Napoléon est un homme sans parti, c'est un homme seul. Donc il y a une sorte de modernité là aussi. Et le deuxième rejet, c'est celui de la France, et ça c'est une réalité, plutôt urbaine. Elle va le prouver d'ailleurs. D'ailleurs, elle va le prouver dans les années 60. Il y a beaucoup de députés républicains. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que de 1860 à 1870, il y a une vie politique qui s'anime et où les républicains commencent à avoir une force certaine. Les Jules Favre, entre autres, les Gambetta aussi à la veille de 70. Et ce rejet de la France plutôt urbaine, républicaine, ce rejet de la solitude souveraine et royale du pouvoir, là aussi, on peut sourire, de ce nouvel ancien régime plein de faste et de créativité qui allait se renouveler d'une manière plus démocratique, et je mets des guillemets, parce qu'on en pense ce qu'on veut, avec ce qu'on appelle, on l'a bien vu cette semaine, les ors de la Troisième République d'abord, puis plutôt de la Cinquième, y compris jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire un pouvoir politique national qui n'a pas d'incarnation. Alors, je n'ai pas le temps de le faire ici, mais j'ai une interview de Macron qui, avant d'être élu, nous fait une grande analyse à ce sujet-là. Il nous dit, d'une certaine manière, on a perdu un roi, c'est peut-être pas la meilleure chose qu'on ait faite. Bon. Mais on a souvent passé outre le fait qu'il a redémarré la diplomatie française et la vocation de la France à arbitrer l'Europe, si ce n'est le monde. Alors, avec des fortunes diverses. On s'est moqué du Mexique entre 1861 et 1867. L'unité italienne, quand même, 1860, c'est tout à fait différent. Le congrès de Vienne nous avait mis à genoux en 1815. Ça remontait déjà loin. Mais on a aussi oublié certaines de ses visions en matière coloniale, beaucoup plus raisonnées et pacifistes que celles de la République. L'Algérie, conquise entre la monarchie de Charles X, mais surtout la monarchie de Juillet, puis offensive et répressive sous la Troisième. J'en veux pour preuve ces mots du général de Gaulle dans ses mémoires à propos de la fiction d'une Algérie française et d'Abdelkader, qui fut enfermé, comme vous le savez, au château de Pau, après celui d'Amboise, après sa reddition en 1847, entre le 29 avril et le 22 novembre 1848. Le général de Gaulle écrit, alors empêtré dans la guerre d'Algérie, proche de la paix, « Un seul a compris dans quelle impasse on s'enfonçait, Napoléon III. Il voulait faire un royaume arabe. Il admirait la noblesse des chefs arabes. Louis-Napoléon voulait susciter une aristocratie et plus tard une dynastie qui aurait constitué l'armature du royaume. La France en aurait simplement assuré la protection jusqu'à ce qu'il ait atteint la capacité de s'émanciper. Les Européens auraient été non les dominateurs, mais le levain de la pâte. On est passé à côté de la seule formule qui aurait été viable. Nous payons 130 ans d'aveuglement. » Le général de Gaulle. Alors, la guerre franco-prussienne, enfin, qui mit un terme, vous le savez, mois de juillet, mois d'août, on prend une déculottée après que le ministre de la guerre nous ait dit qu'il ne manquait pas un guêtre aux soldats français. La guerre franco-prussienne, enfin, qui mit un terme à son règne, de manière surprenante, après la bataille de Sedan le 1er septembre, est assez représentative de ce qu'il a incarné. Un plébiscite en mai 1870, quelques semaines avant la dépêche d'Ems et la déclaration de guerre et la défaite, triomphale en faveur
de l'Empire et des réformes libérales. 7 millions de oui contre 1,5 million de non. Alors évidemment, quand on lit les contemporains, je crois que c'est Jules Favre qui dit ça, bon, c'est plus la peine de faire de la politique en France. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'avec cette question de suffrage universel, il y a comme une volonté de faire de ce suffrage universel le triomphe de ses propres idées. Non, le suffrage universel, et là je vais parler comme un tribun du peuple aujourd'hui en 2023, le suffrage universel doit parler. Il doit dire ce que les Français ont à dire. Et ce que les Français ont dit, c'est oui à l'Empire et oui à toutes ces réformes qui avaient quasiment installé une démocratie parlementaire à l'anglaise. Mais bien sûr, avec une dynastie Bonaparte. Et 2 mois plus tard, la guerre franco-prussienne ruine son œuvre. On ne sait pas qu'est-ce qui serait advenu de ce Second Empire si il n'y avait pas eu la guerre. C'est ce qu'on appelle l'Uchronie ou l'histoire alternative. Ça pourrait être intéressant. Les républicains, ça c'est sûr, sont ravis de la défaite et de l'aubaine. J'ai pu étudier ça de près, je vous prie de croire que ça ressemble parfois à de la trahison. Je me souviens dans ces souvenirs, alors évidemment si je cite Déroulède, on va me dire que je suis un nationaliste extrémiste, mais enfin Déroulède se rappelle dans ses souvenirs d'avoir vu les républicains ravis de la défaite. Les républicains, attention, c'est pas les futurs communards, c'est des républicains qui sont pour l'ordre aussi, pour la liberté, mais pour l'ordre, se dire qu'ils vont pouvoir enfin se venger et proclamer la République. Ce qu'ils ont fait, bien entendu, dès le 4 septembre 1870, sans trancher d'ailleurs sur la République qu'ils voulaient, conservatrice ou sociale. C'est-à-dire qu'au lendemain de la mort, de l'abdication de Napoléon III, on se prépare à 10 mois de déchirement douloureux et à 10 années d'atermoiement entre République et monarchie, en tout cas qui de toute façon se refuse majoritairement à une République sociale et universelle, comme en rêvait Victor Hugo. Alors derrière Napoléon, le Second Empire, se cache, oui, très bien, l'incarnation de la France, tentée par la nation, par l'ordre et le progrès. Une devise qui n'est pas la nôtre. La nôtre, c'est liberté, égalité, fraternité. Et la nation, l'ordre et le progrès incarnent bien ce qui leur a survécu, c'est-à-dire à Napoléon et au Second Empire, ce qu'on appelle le bonapartisme. Tour à tour, on souhaite son retour, aujourd'hui, ou on l'exècre. On en fait un modèle d'ordre républicain ou au contraire le signe d'une dictature. C'est quand même Jean-François Kahn qui, en 2007, titre dans le mensuel Marianne, hebdomadaire, je ne sais plus, je ne lis pas. En 2007, le Troisième Empire lors de l'élection de Nicolas Sarkozy. Tour à tour, donc, Sarkozy, Macron, et comme par hasard, pas François Hollande, sont comparés à Napoléon III. Plutôt de manière assumée quand même par d'autres hommes politiques qui sont des héritiers du gaullisme, que vous connaissez tous. On en parlait tout à l'heure, de Dupont-Aignan, de Nicolas Dupont-Aignan, dont Éric Anceau a souvent fait la campagne à l'époque où il était non pas un colistier, mais il expliquait la politique voulue par Dupont-Aignan, Éric Anceau, grand biographe de Napoléon III, ou aujourd'hui aussi Éric Zemmour, qui est un grand admirateur de Philippe Séguin. Et je finirai par là, Philippe Séguin, qui en 1990 écrit un Napoléon III, le grand, comme pour faire comme un pied de nez à Victor Hugo de Napoléon le petit. Au fond, et ce sera mon dernier mot, tout concourt à l'inverse de ce que prédisait avec emphase et de ce qu'on peut continuer à prédire avec emphase et détestation Victor Hugo. Mais ce n'est pas à moi de trancher le pour ou le contre, car cette contradiction, c'est une contradiction qui se fonde sur celle éternelle des tribulations de l'âme française, encore brûlante, vous l'aurez remarqué, de nos jours. Voilà, je vous remercie.